Alors nous allons continuer cette matinée avec un beau plateau. Alors dans l'ordre, Véronique Momdeschamps, bonjour, de la Mies, Victor Rothenauer, bonjour, de Photonoware. Alors Christophe Prudhomme, on fait le petit saut, mais je vais présenter alors avant Anna Duplex, du SAT, du SAT, et François Pfister. Comment ? Oui, tout à fait, l'ASAT, c'est l'ASAT, exact. Et François Pfister, vous allez nous parler apiculture en fait. Et pour le BIM, et pour la partie BIM, nous aurons Christophe Prudhomme. Alors je vous laisse la main, Véronique, pour démarrer cette présentation, où vous allez évoquer justement des cas d'application très concrets. Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Véronique Momdeschamps, je suis directrice d'AMIES, qui est l'agence pour les mathématiques en interaction avec l'entreprise et la société. Alors, c'est une structure qui dépend du CNRS, de l'INRIA et de l'Université Grenoble-Alpes, qui a pour mission de développer et de rendre plus visibles les relations entre les mathématiques et les entreprises au niveau national. Donc on est basé physiquement à Grenoble, mais notre mission est nationale. Et d'ailleurs, Christophe Prudhomme, qui est à Strasbourg, est membre du bureau exécutif d'AMIES. Donc on a des représentants dans toute la France. Alors je vais vous parler essentiellement de techniques mathématiques et voir un peu quels sont les outils mathématiques qui sont derrière ce qu'on a vu ce matin, l'IoT. On a déjà vu un petit peu des éléments de mathématiques dans la présentation précédente, donc on va aller un petit peu plus loin maintenant. Et ensuite, il y aura deux exemples concrets, donc un sur l'apiculture connectée et un sur la thermique du bâtiment. Alors, donc je pars des données parce que c'est ce qu'on a vu déjà ce matin. Tout ce qui est agriculture connectée, IoT, c'est très données dépendant. Donc, le genre de données qu'on souhaite avoir ou qu'on a à notre disposition, c'est déjà aussi ce qu'on a dit. Donc, vous avez des données recueillies par des capteurs, vous avez de nombreuses données qui vont venir, par exemple, de GPS, de satellites. Vous avez les données météorologiques qui évidemment vont être très importantes. Vous avez éventuellement des données recueillies via des drones, qui servent surtout en écologie finalement, probablement moins en agriculture. C'est les collectes par des individus volontaires. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes pour estimer la biodiversité. Et donc tout ça pour dire qu'on a des volumes de données importants. Mais surtout, ce sont des données complexes parce que elles viennent d'origines différentes, elles sont de nature différente. Ça peut être des images, ça peut être des nombres, ça peut être beaucoup de choses. Et l'ensemble des domaines un peu de l'agriculture et de l'environnement peuvent être impactés. Donc, je cite quelques exemples, mais on va en revoir d'autres ensuite, et on en a déjà vu avant. Donc typiquement, vous avez la surveillance des animaux, vous avez les questions de besoins du sol, éventuellement les questions liées aux véhicules autonomes, même si on est encore loin, je pense, d'avoir des tracteurs autonomes, mais bon, ça, c'est des choses qui arriveront à un moment ou à un autre. Et les applications les plus directes, c'est essentiellement, pour le moment en tout cas, l'optimisation des rendements et la réduction de l'impact sur l'environnement. Alors, je vais pas vous faire un cours de statistiques. Je voulais présenter quelques méthodes qui sont des méthodes récentes, essentiellement deux plus la quantification des incertitudes. Et donc c'est finalement les méthodes mathématiques, les méthodes statistiques qui sont derrière tout ce qu'on appelle algorithme finalement, et ce qu'on regroupe parfois sous le terme qui fait partie d'une certaine façon de l'intelligence artificielle. Donc la question essentiellement, c'est comment tirer parti des données qu'on a à notre disposition. Alors, la première chose dont je parle et qui a déjà été évoquée tout à l'heure, c'est les forêts aléatoires. Donc, on a parlé d'arbres, je vais parler de forêts. Donc, un arbre, c'est ce dessin-là, avec les ronds bleus et les ronds orange. Et comment est-ce qu'on construit un arbre ? Vous avez en entrée, vous avez ce que j'ai noté X. Alors X, ça va être
Des données qu'on a recueillies, donc c'est plein de choses, des données météo, ça peut être la date du dernier traitement ou toutes les dates des traitements précédents, ça peut être la quantité de traitement qui a été mise. Et donc tout ça, on va appeler ça X, et on a ce qui nous intéresse, qui est le Y. Par exemple, ça va être le type de traitement qu'il faudra appliquer ou la quantité de traitement qu'il faudrait appliquer. Et ce qui est très important dans ces méthodes, les deux premières que je vais décrire, c'est qu'on a besoin à la fois de connaître, d'avoir ce qu'on appelle un échantillon d'apprentissage, c'est-à-dire de connaître les données d'entrée, mais aussi la donnée de sortie. Et c'est là-dessus qu'on va baser tout le modèle. Donc c'est le couple ou la paire ici XY qui va nous permettre de construire d'abord un arbre, puis une forêt. Donc comment on construit un arbre? On prend les données d'apprentissage et on a un gros échantillon qu'on va découper suivant les valeurs prises par Y. Donc c'est-à-dire que vous allez avoir sur un lieu donné, toutes vos données sur un lieu et la variable de sortie. Et puis vous allez séparer comme ça l'échantillon en fonction de la valeur prise par Y. Donc on va en gros dans chaque nœud de l'arbre ici, on va avoir une homogénéité plus importante de Y. Donc la construction de l'arbre, c'est d'être de plus en plus homogène en Y. Donc à la fin, on est dans les feuilles. Et dans les feuilles, on a normalement le maximum d'homogénéité pour notre variable de sortie. Donc on fait ça en fait sur plein de sous-échantillons. Donc c'est pour ça qu'on a une forêt. Donc on le fait une fois ça nous fait un arbre. Et puis on échantillonne au hasard et ça nous fait à la fin une forêt. Et comment on va faire de la prévision? Je vais avoir une nouvelle donnée qui arrive pour lesquelles j'ai pas le Y, donc j'ai que le X. Et à ce moment-là, je fais passer mon nouveau X dans tous mes arbres de la forêt, et à la fin, j'agrège toutes ces informations et ça me donne le Y. Donc à chaque fois, le nouveau X, il suit le chemin orange, donc qui est différent suivant l'arbre, et à la fin, j'ai un Y. Donc ça c'est les méthodes de forêt aléatoire. Il y a plein de variantes, ce qui a été expliqué tout à l'heure dans l'exposé précédent. On a plein de variantes, mais c'est le principe un peu général. Ce qu'on aime bien dans ces méthodes, c'est que on a une interprétabilité, c'est-à-dire qu'on sait expliquer quelles vont être les variables les plus importantes. Vraiment, on a une interprétabilité assez importante, enfin une bonne interprétabilité des résultats, et on a des garanties théoriques, c'est-à-dire que sous certaines conditions, on sait montrer que l'algorithme converge. Donc ça, c'est la raison pour laquelle on aime bien ces algorithmes. La raison pour laquelle on les aime moins, c'est que dans certaines applications, c'est assez peu performant, notamment dès qu'on a des données d'image, ça va pas fonctionner bien. Alors, en contrepartie de ça, on a toutes les méthodes qui vont être basées sur les réseaux de neurones et sur ce qu'on appelle l'apprentissage profond, qui elles, pour le coup, vont être performantes quand on a des images. Donc ça, c'est le gros apport des réseaux profonds et de ce qu'on appelle les réseaux convolutifs, c'est de permettre vraiment une très bonne prédiction pour des données qui sont de type image. Donc là, vous avez ce schéma ici qui résume un peu comment ça se passe. On a des images d'entrée et puis on va avoir un certain nombre de couches. Donc c'est les couches du réseau. Et donc à chaque étape, à chaque couche, on a une phase d'optimisation. Donc on a plein de paramètres à identifier et qui sont identifiés en minimisant une fonction de coût. Et donc on a ce système d'optimisation qui à la fin nous donne la sortie. Et donc là, pour les réseaux de neurones, ce qui est très bien, c'est qu'en général, on a des très bonnes performances, surtout sur les images. Ce qui est moins bien, c'est que l'interprétabilité est beaucoup plus difficile. C'est un petit peu opaque comme système. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'optimisation et on a très peu de garanties théoriques finalement. Donc ça, en tant que mathématicien, ça nous gêne un peu. Pour terminer sur ce transparent, une chose qui me paraît qui me paraît importante, c'est ce qu'on appelle la quantification des incertitudes. Donc on a des données en entrée qui sont d'un point de vue mathématique des variables aléatoires, donc sur lesquelles on a une certaine incertitude.
Et ce qui est important, ce qui peut être important en tout cas, c'est d'arriver à identifier quels sont les paramètres d'entrée qui ont le plus d'influence sur la variabilité de la sortie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'analyse de sensibilité. C'est quelque chose qu'on connaît, qu'on sait bien faire fonctionner, surtout sur des données quantitatives. On va avoir beaucoup plus de mal à faire cette analyse des incertitudes sur des données complexes. Donc ça, c'est des travaux, c'est un sujet de recherche à part entière, de développer l'analyse d'incertitude. Alors, un point sur lequel je voulais insister, c'est que là j'ai beaucoup parlé de données, mais il faut pas oublier toute l'expertise mathématique qui existe en termes de modélisation et de simulation. C'est-à-dire que on pourrait croire, on a plein de données, on rentre ça dans notre machine et ça va nous donner un résultat. Alors, ça va certainement donner des résultats, mais si on veut vraiment avoir des choses efficaces, il y a aussi toute la partie modélisation qui reste importante. Donc, c'est un peu le schéma qui est ici. Vous avez une partie, effectivement, capteur, opérateur humain, assimilation de données, et tout ça, on l'utilise pour faire un modèle. Donc, on va faire un modèle d'une part statistique, mais aussi avec de la modélisation physique. Sur ce modèle, l'avantage c'est que c'est un modèle qui à la fin est mathématique et informatique, qu'on peut faire tourner et qui va nous faire un retour d'expérience finalement sur nos données. Donc on a ce cycle là qui est qui peut se prendre dans les deux sens. D'ailleurs, on peut commencer du modèle, regarder ce que nous font les simulations et les confronter au réel ou dans l'autre sens, partir des données, construire le modèle et faire un retour pour améliorer le modèle. Donc ça, c'est quelque chose qui est, à mon sens, très important. C'est la complémentarité, finalement, entre les outils type données et les outils type modélisation, simulation, optimisation. Alors, assez rapidement, j'ai un peu parlé déjà des limites et des enjeux. Je vais pas tout détailler parce que ça va être un peu long, mais les choses qui sont vraiment importantes à mon avis, c'est d'une part le fait qu'on a des données complexes. Donc, comme j'ai dit, une variété très très importante de types de données et donc le besoin d'avoir des modèles hybrides. Il y a la question de la qualité des données, ça j'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est une vraie question. Alors une chose qu'on sait assez bien traiter, c'est la question des valeurs manquantes. Ça on sait bien le faire sur des cas assez simples, mais dans les grosses masses de données comme on a actuellement, c'est beaucoup plus difficile. Donc là, il y a vraiment des enjeux scientifiques. Et la dernière chose sur laquelle je voulais insister, qui a déjà été évoquée ce matin, c'est la question du partage des données, de l'interopérabilité. Et puis du libre accès aux données. Donc ça, c'est moins des enjeux mathématiques, mais c'est des enjeux qui sont quand même très importants et qui ont des retombées sur les modèles mathématiques ensuite. Alors, j'ai quelques slides sur les actions d'Amiès que je vais pas détailler parce que je vais laisser la parole aux personnes qui sont là. Simplement, juste insister sur le forum Emploi-Maths qui a lieu le 15 octobre prochain à Paris, donc qui est un lieu de rencontre des étudiants, des diplômés en mathématiques, des entreprises, des formations et des labos de maths. Voilà. Et donc on aura un village objet connecté. Je vous ai apporté des flyers et des plaquettes et je suis à votre disposition pour parler de ces sujets ainsi que Christophe tout à l'heure. Très bien. Alors on va voir maintenant une application concrète de ces modèles mathématiques appliqués à l'apiculture notamment. Tout à fait. Merci beaucoup pour cette introduction qui était très claire et je vais me permettre d'essayer de compléter certains des points sur les analyses théoriques des CNN en particulier. Tous les trois, on développe un projet de comptage de varroa qui sont des parasites de l'abeille. Il est soutenu par la SAT Accélère actuellement. Je pense que je laisserai Anna et François se présenter. Et donc je vais parler plus précisément de la technologie de comptage et de reconnaissance d'images. Moi-même, je suis le président et créateur d'une start-up Photonower qui fait de la reconnaissance d'images dans l'industrie automobile d'une part, le monde des déchets d'autre part, et avec certains projets dans le monde du vivant aussi. D'ailleurs, on est toujours très content du forum Emploi-Maths où on recrute de nombreux stagiaires et collaborateurs. Alors, je vais en venir aux choses plus concrètes et techniques.
Alors concrètement, on prend des photos de l'ange. Là c'est un lange qui est propre, qu'on dépose sous la ruche, et dans laquelle tombent des déchets de la ruche ainsi que certains parasites. Donc le parasite là est représenté sur l'abeille, entouré avec un petit rond rouge. On le voit grossi, donc ça fait un monstre difforme, mais n'ayez pas peur, il fait 2 mm en vrai. Et enfin, on le voit sur le lange dans la troisième photo en haut à droite. Et donc concrètement, à partir de ces photos-là, les algorithmes que fournit ma société permettent de détecter ces bêtes. Donc c'est des algorithmes, on pourrait dire de nos jours classiquement basés sur des réseaux de neurones et de l'intelligence artificielle. Donc concrètement, c'est quelque chose qui marche assez bien, voire très bien, dès lors qu'on a des bases de données labellisées ou qu'on a labellisé nous-mêmes. C'est vrai que, bien que j'ai une formation scientifique, que j'ai fait une thèse, notamment à l'INRIA, les aspects théoriques, en tout cas, me chagrinent moins aujourd'hui. Mes clients demandent à ce que ça marche, pas forcément à ce qu'on le prouve, ou en tout cas qu'on le prouve empiriquement, mais pas théoriquement. Et on s'intéresse, en général, les indicateurs qu'on fournit, c'est ce qu'on appelle la courbe de précision rappel. C'est-à-dire que ce soit une tâche de classification, ça veut dire est-ce que sur une photo il y a une abeille ou est-ce qu'il y en a pas, par exemple, est-ce que c'est un chien ou un chat, ou bien des tâches de détection, donc c'est localiser l'endroit où se trouve le parasite, ou bien localiser l'endroit où se trouve le grain de blé. Dans les deux cas, les algorithmes fournissent des indicateurs de confiance. Et en fonction de cette confiance et finalement de notre tolérance aux deux types d'erreurs, soit les erreurs dire il y a une abeille ici, en fait ce n'est pas une, soit d'oublier des abeilles, on peut produire en l'occurrence les varroas, bien sûr. Nous, ce qui nous intéresse, c'est bien sûr chercher les varroas en l'occurrence. On produit ce type de graphique qui permet d'optimiser l'algorithme en fonction des cas d'usage et en fonction de nos tolérances aux différents types d'erreurs. Voilà, je vais laisser Anna poursuivre la présentation du projet de comptage des varroas. Oui, bonjour. Donc moi je suis chercheuse en post-doctorat et là sur ce projet-là, je travaille pour la SAT comme ingénieur pour développer cet outil de mesure. Donc à la base, moi j'étais intéressée à développer un outil de mesure pour compter automatiquement le varroa présent sur les langes qu'on pose au fond de la ruche, de manière à connaître le taux d'infestation de cet acarien dans les ruches. Faut savoir que dans l'apiculture, le varroa c'est le problème numéro 1 qui est maintenant à l'échelle mondiale du fait de la mondialisation des échanges. Mais cet outil est devenu aussi, le projet c'était d'en faire un outil qui soit disponible pour les professionnels, donc les apiculteurs, un outil d'aide à la décision pour savoir quel est le taux d'infestation dans leur colonie et donc adapter les produits de traitement, les quantités. Donc cette méthode de comptage sur un lange existe déjà depuis longtemps chez les apiculteurs. Par contre, il est peu usité, principalement parce qu'il faut compter manuellement. Voilà. Donc l'outil, ce qu'on cherchait à faire avec les outils de l'intelligence artificielle, c'est d'automatiser le comptage. Donc l'être humain aurait juste à devenir un opérateur de prise de photos. Ça peut pas encore être automatisé, mais le comptage est fait automatiquement. Alors, moi, en fait, dans ce projet, je représente la réalité du terrain. Parce que il y a toute une partie qui est mathématique, algorithmique, etc. Mais ça ne peut pas fonctionner si on n'a pas des données terrain. Donc ma fonction, c'était d'acquérir un certain nombre d'images dans des configurations différentes, afin que la base de données soit relativement diversifiée et permette aux algorithmes de s'entraîner, donc d'apprendre sur un nombre de cas représentatifs de ce qu'ils vont trouver ensuite dans la réalité. En l'occurrence, dans le cas précis, il y a plusieurs... C'est la petite zapette qui est là. Tu veux pointer
dans le cas précis qui nous intéresse, il y a pas mal de variables. Et la plus simple à comprendre, donc c'est quand il peut y avoir peu de déchets, là, comme sur ce lange-là. Donc c'est un extrait d'un lange, ou beaucoup de déchets. Parce que le lange, il est posé pendant 3 jours sous la ruche, et il y a un certain nombre de débris, des grains de pollen, des cires de désoperculation, des fientes d'abeilles, et aussi du varroa. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est de reconnaître uniquement les varrois, donc ces acariens qui font 2 mm, qui ont des caractéristiques précises de couleur, de forme, et que les algorithmes savent reconnaître si on leur apprend. Voilà. Donc c'est la partie acquisition de données, et aussi on est en lien avec des apiculteurs, parce que l'acquisition de données peut être aussi participative, mais enfin moyennant qu'elle soit bien supervisée, pour diversifier les sources d'images. Et la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que c'est un projet qui est interdisciplinaire, parce que c'est absolument nécessaire d'avoir différentes compétences, différents métiers pour réaliser ce type de projet-là. Et donc représenté par Victor sur la partie mathématiques, moi sur la partie données, et François sur la partie connectivité de l'application. Bien, bonjour, donc je suis François Pfister. J'ai une double casquette dans cette histoire. D'une part, je suis donc partenaire du projet Comptage de Varroa que nous assurons pour le compte de la SAT. Et puis d'autre part, je suis donc fondateur d'une start-up Connective dont l'objectif est de commercialiser des produits et des services autour de l'apiculture instrumentée et connectée. Donc dans ce type de processus, d'une part, nous recueillons des données de terrain par le biais de capteurs placés sur certaines ruches, sur des ruches témoins. La donnée la plus importante, celle qui nous intéresse le plus et qui est la plus facile à mesurer, c'est le poids de la ruche, qui dénote donc la vitalité biologique de la colonie. Donc les variations de poids qui peuvent être des variations à l'échelle horaire même, donc sont extrêmement intéressantes à observer. Donc on peut comprendre plein de choses. On va mesurer la température, l'hygrométrie, on va aussi acquérir des données externes telles que la météo, les cartes de floraison, etc. Et l'objectif de tout ça, c'est finalement d'apporter à l'apiculteur une aide à la décision en interprétant toutes ces données, en leur donnant du sens, en les agrégeant. Donc lui donner des conseils et des consignes d'intervention dans son exploitation, dans son élevage, dans l'objectif d'obtenir des produits de meilleure qualité, plus de productivité et moins de pertes, puisque l'apiculture, c'est un domaine où il y a énormément de pertes de cheptel pour toutes sortes de raisons, dont beaucoup de gens parlent actuellement. Donc nous allons proposer à l'apiculteur des processus d'intervention, et nous allons les formaliser au moyen d'un langage, qui est le langage BPMN, que certains connaissent peut-être. La sémantique est basée sur celle des réseaux de Petri. Donc c'est en fait un workflow. Les workflows que nous allons proposer seront alimentés par les données de terrain interprétées avec des règles de gestion. Mais nous allons également faire de la fouille de processus, c'est-à-dire que parmi tous les journaux d'intervention de l'apiculteur, nous allons faire émerger des processus de fait que nous allons donc instancier et de façon à boucler un peu, à partir de processus déjà connus qui sont formalisés, faire aussi émerger des nouveaux processus. Tout ça dans l'objectif d'optimiser la gestion de l'exploitation apicole. Et donc nous allons en particulier démarrer une thèse à partir du mois d'octobre en collaboration avec une université du Liban. Donc nous avons déjà une doctorante sur le sujet avec un financement. Et voilà, donc ce sera une collaboration franco-libanaise entre l'école des mines d'Alès, l'Institut Mines Télécom Alès, dont je suis originaire, et l'université USEC du Liban.
Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc On a dit qu'on a eu le premier prix au SNA. Oui. Les prix, les récompenses, important. Voilà, donc nous avons exposé notre projet de comptage de varroa lors d'un congrès national, même international d'apiculture à Rouen. Et il y avait un petit carré innovation, et dans ce carré innovation, nous avons obtenu le premier prix d'innovation pour ce projet comptage de varroa. Excellent, d'autant que c'est un thème vraiment d'actualité, hein. L'apiculture, comment préserver les abeilles, si vous dites que c'est le problème numéro 1, on se rend compte de toute l'importance que votre projet peut avoir. Est-ce qu'on a vu là sur ça? Après on pourra échanger entre vous, hein. On peut peut-être voir une deuxième application donc des modèles mathématiques avec vous, Christophe, sur justement la gestion smart des bâtiments. Oui, bonjour. Merci pour l'invitation et l'introduction. Donc, je suis Christophe Rudhomme, je suis professeur à l'université de Strasbourg et je travaille avec Véronique à l'agence Amiès, et j'ai moi-même créé une structure qui s'appelle Semosis, que vous voyez en bas à gauche, qui est une agence locale des mathématiques en interaction avec les entreprises. Le projet que je vous présente aujourd'hui a un cofinancement entre autres d'Amiès et également de la région Grand Est avec le soutien d'Energivie, qui est un cluster de compétitivité. On travaille avec des chercheurs, mais également des entreprises, 2 entreprises, Phoebus Engineering et Synapse Concept. Donc c'est vraiment un projet multidisciplinaire, mathématiques, informatique et ingénierie thermique. Alors, il y a 2 projets en fait, je vais vous présenter les 2 projets. Le premier c'est IBAT, le deuxième sera un projet un peu plus générique, mais je vais vous expliquer en quoi il est connecté au premier. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un BIM? BIM, ça veut dire Building Information Modeling. Succinctement, qu'est-ce que ça vous permet de faire? Ça vous permet d'avoir une gestion des informations de votre construction pour, entre autres, aider à la collaboration des différentes disciplines, des acteurs, des artisans qui peuvent travailler ou des entreprises qui peuvent travailler sur votre bâtiment au moment de la construction, mais également après. Il s'agit aussi de pouvoir permettre la transmission entre les différentes phases de vie de votre construction. La construction, l'exploitation et éventuellement la déconstruction du bâtiment. Ça peut être critique pour certaines constructions, comme par exemple les centrales nucléaires. J'en parlerai très brièvement plus tard, vous verrez pourquoi. Quelques enjeux effectivement à la construction pour maîtriser les exigences fonctionnelles, les différents standards qui peuvent exister et pour améliorer la productivité des différents acteurs au moment de la construction. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt ici l'exploitation du bâtiment avec la maintenance prédictive et l'optimisation énergétique. En particulier, les BIM actuellement sont normalement obligatoires pour tous les nouveaux bâtiments publics, grands bâtiments, mais il y a évidemment tout un patrimoine de bâtiments existants pour lesquels il n'existe absolument pas de BIM, donc de système d'information pour ces bâtiments. Donc comment fait-on dans ces cas-là? Donc nous on s'est intéressé en fait à excusez-moi, je me suis éloigné, à cette structure de bâtiment et en particulier cette partie-ci qui est une structure du bâtiment de l'université de Strasbourg, dont vous voyez une reconstruction digitale ici. Cette reconstruction digitale, je vais vous expliquer comment on l'obtient. À l'origine, on avait juste des plans 2D qui étaient particulièrement qui étaient faux pour la plupart. Alors, on s'intéresse ici à construire une application industrielle. Quel est notre point de vue? C'est la maintenance d'un ouvrage. Ça met en œuvre la connaissance de l'ouvrage en tant qu'objet, avec effectivement le BIM, l'observation régulière de l'état de l'ouvrage, des mesures, des inspections du bâtiment, et la capacité à mettre en œuvre des modèles numériques prédictifs. Ça met en œuvre différentes disciplines, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, différents métiers, entre autres la reconstruction. Alors, j'ai dit construction, mais ici, ce sera la reconstruction du bâtiment d'un point de vue numérique, l'observation au travers d'IoT et la simulation, comme l'a mentionné Véronique tout à l'heure, avec le calcul, entre autres, haute performance. Et là, on travaille avec une plateforme qui s'appelle IBAT, à Strasbourg,
Cette plateforme, qu'est-ce que c'est ? C'est dans le bâtiment que vous avez vu tout à l'heure. Nous avons déployé un certain nombre de capteurs. Ces capteurs, on fait les relevés. Ils sont transférés sur une plateforme. Ils vont nourrir un modèle numérique du bâtiment. Ce modèle, c'est évidemment, on peut travailler directement sur les données, mais on est capable de faire une reconstruction tridimensionnelle et d'avoir un modèle physique. Toutes ces données sont intégrées dans un modèle numérique qui vont ensuite être déployées sur un cluster de calcul. On met en œuvre tout un tas de méthodologies mathématiques qui vont nous permettre, entre autres, d'avoir des simulations temps réel ou extrêmement rapides pour pouvoir poser des questions à notre système. Alors, la reconstruction, comment est-ce que ça se produit ? Donc là, on travaille avec un laser 3D. Donc vous voyez une pièce réelle tout à gauche. Donc on est capable de mesurer à l'âne de ce laser donc une précision de 1 mm jusqu'à 20 mètres avec une portée de 300 mètres et de construire un nuage de points, c'est l'image au centre. Ce nuage de points est absolument considérable. Un scan du bâtiment que je vous ai indiqué tout à l'heure, c'est 130 gigas de données. Alors évidemment, ça se fait. Alors j'ai dit ici quelques minutes, c'est plutôt pour la pièce qui est ici, parce qu'en fait, pour le bâtiment complet, vous passez dans chaque pièce, vous allez aussi à l'extérieur. Donc là, évidemment, ça prend un peu plus de temps. Vous avez tout un tas de nuages de points que vous devez ensuite regrouper, fusionner. Donc c'est un travail assez conséquent. Ensuite, il y a un travail considérable fait avec des outils, mais également des êtres humains, pour extraire de ces nuages de points des modèles tridimensionnels, donc celui que vous avez vu tout à l'heure. Et là, vous avez une réduction considérable de l'information des données que vous avez à traiter. On passe de 130 gigas à 20 mégas. Alors, qu'est-ce qu'on fait ensuite avec les informations ? Ça, c'est pour la reconstruction 3D. Ensuite, on a la collecte, le stockage, l'accès et la visualisation des données. Quelles sont les données qu'on collecte ? Des données de température, d'humidité, de présence, de son, de lumière. Alors c'est très délicat, ça pose tout un tas de questions. Les collègues qui ont des capteurs dans leur bureau sont pas forcément tous très contents d'avoir ces capteurs. Il y a beaucoup de questions de leur part. Donc on a dédié 70 capteurs. On en a plus, mais on en a dédié 70 qui, depuis plus d'un an maintenant, avec une fréquence actuelle d'une seconde, on va diminuer la fréquence. On récolte ces données sur ces 70 capteurs, ça fait à peu près 400 mégas par jour, et actuellement on a une base de 200, un peu plus de 230, 240 gigas pour cette première année. On a des outils qu'on peut fournir aux personnes de la maintenance du bâtiment, ici là, à base de Kibana. Donc on utilise des outils qui sont libres. Donc les données sont déployées dans une base de données Elasticsearch, qui est extrêmement puissante pour ce type de problématiques. Et on utilise Kibana qui nous permet, par exemple, d'avoir des agrégateurs, des agrégations de ces données et de fournir des dashboards, par exemple, pour les personnes qui suivent le bâtiment, qui le maintiennent, mais aussi pour nous. Par exemple, ici, je visualise les données manquantes. Quand c'est en rouge, tout va bien, vous avez les datas qui arrivent bien. Et puis là, c'est sur quelques semaines, c'est sur un mois. Et là, vous voyez qu'on a des trous dans les données. Donc, évidemment, on en a beaucoup plus que ça sur un an pour différentes raisons. On a arrêté le système, coupure électrique. Voilà, il y a plein de raisons pour lesquelles vous pouvez avoir des données manquantes. Et à partir de ces données, eh bien, vous déclenchez tout un tas de méthodes, dont des méthodes statistiques avancées, pour pouvoir, par exemple, traiter les données manquantes, pouvoir faire de la prédiction avec des modèles statistiques. Un topic qui n'a pas été évoqué, c'est la problématique de calibration, parce que éventuellement vos capteurs se décalibrent ou ne sont pas bien calibrés au départ. Donc nous, c'est une problématique qu'on a et qu'on a mis aussi sur la table du point de vue mathématique et qu'on devra régler. Et également la quantification d'incertitudes, des problématiques de dispersion, d'analyse de sensibilité. Donc on veut vraiment savoir quels sont les points importants dans notre modèle, les paramètres qui vont avoir un impact important. Évidemment, les thermiciens peuvent nous donner ces informations-là. Mais quand on voit la complexité des bâtiments actuels, vous voyez que dans certains bâtiments soi-disant super modernes, vous avez des grosses difficultés à les calibrer comme il faut d'un point de vue thermique. Et donc avoir des outils automatiques, enfin quasiment automatiques, pour pouvoir aider à la calibration du bâtiment, c'est extrêmement important.
Enfin, et ça c'est pour aller aussi dans le sens de la présentation de Véronique, eh bien, ici, là, ce que vous voyez, c'est une représentation 3D du bâtiment avec des capteurs, ici, ces petits points. Bon, pour le moment, c'est assez sommaire, donc nous, on peut voir sur une année, avec les changements de couleur de ces petites sphères, qui sont la position des capteurs. Donc là, on est en train de faire le mapping de ces informations de capteurs dans les pièces. Donc, une problématique de géométrie où on va vouloir faire une visualisation de ces données de manière automatique. Là maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est ce que vous voyez déjà là, c'est que les capteurs, ils sont pas présents partout, hein, loin de là. Donc, vous avez plein de pièces, vous n'avez pas d'informations. Donc, il s'agit de compléter ces informations avec des modèles physiques. Donc, moi, c'est plus mon expertise. Et donc, on est en train de développer un modèle aérothermique, donc couplage mécanique des fluides et transfert de chaleur. Actuellement, ça fonctionne sur quelques pièces et on est en train de le déployer sur l'ensemble du bâtiment. Ça a des coûts de calcul absolument considérables et on doit faire la mise en données de manière complètement automatisée. Évidemment, si on veut construire une application industrielle, il faut absolument pouvoir aller du début de la chaîne que j'ai indiqué tout à l'heure avec la reconstruction, le déploiement de capteurs, jusqu'à la gestion du bâtiment. J'ai parlé de coûts de calcul très importants. Du point de vue mathématique, pour nous, un enjeu, c'est évidemment de pouvoir aller sur des supercalculateurs et faire ces calculs, mais il s'agit aussi d'avoir des méthodes qui nous permettent de réduire considérablement ce coût de calcul. On parle de réduction d'ordre, de méthode de réduction d'ordre. Sans quoi, on ne pourra pas poser de questions particulièrement pertinentes au système du fait du coût faramineux de ces calculs. Et c'est là qu'intervient le deuxième projet dans lequel on est également et où l'application IBAT que je vous ai présentée est une des applications qui sera intégrée à ce projet. Donc ici, j'ai un slide. Il s'agit de créer une librairie industrielle ouverte, open source, donc complètement ouverte, disponible, avec des méthodes de réduction d'ordre et d'intelligence artificielle pour pouvoir créer un jumeau numérique du bâtiment. Et il faut pouvoir effectuer de manière extrêmement rapide des évaluations de nos modèles. Alors il ne s'agit pas seulement de pouvoir faire des évaluations extrêmement rapides, mais aussi d'avoir une erreur contrôlée. Il existe des modèles. Ici, on a un modèle haute fidélité, c'est le modèle extrêmement coûteux dont je vous ai parlé. Alors, il est toujours indispensable. On a besoin de ce modèle haute fidélité. Mais on va avoir des méthodes qui vont nous permettre de construire des modèles dits réduits, beaucoup moins coûteux. Il en existe depuis longtemps, mais où le contrôle de l'erreur n'est pas forcément accessible, et ça, pour un industriel, ce n'est pas forcément acceptable. Et donc, on va déclencher des méthodes qui se basent sur la physique, et où là, on pourra avoir un contrôle de l'erreur. Donc ça, c'est extrêmement important, et là, vous voyez les partenaires du projet. Vous pouvez imaginer les différentes applications qu'il y a derrière. Alors, il n'y a pas d'entreprise dans le domaine de l'agriculture, il n'y a pas ici explicitement dans le domaine du bâtiment, mais en fait, si vous avez EDF avec les centrales nucléaires, et pour eux, ça fait partie de leur projet. Donc, le suivi de bâtiments connectés, c'est les centrales, avec les enjeux qui se cachent derrière. Et pour nous, eh bien évidemment, avec Semosis, le projet de plateforme IBAT. Donc ça, c'est un enjeu pour toutes ces entreprises, et c'est impossible même pour EDF ou pour Safran, de construire une telle librairie actuellement, d'accéder aux experts dans le domaine des méthodes mathématiques, et ensuite d'avoir une même plateforme où vous avez l'ensemble des logiciels, des méthodes, des algorithmes implémentés de manière efficace. Et il y a évidemment l'interopérabilité des données, qui est également un enjeu très important pour ce type de logiciel. Alors là, on est plutôt sur un projet développé pour l'industrie, un peu, qu'on parle du jumeau numérique. Tout à fait. C'est un peu l'industrie, mais qu'on va pouvoir adapter au monde de l'agriculture. Tout à fait. Dans un Ici, futur vous avez en fait proche. Oui. il y a 5 ou 6 applications qui seront testées, dont IBAT pour ce projet. Parce que c'est aussi un enjeu important pour le monde agricole de gérer les bâtiments de la façon la plus Exactement. optimisée possible, hein, on a vu. Exactement. Et donc là, le projet, évidemment, c'est pas sur un bâtiment agricole, hein, c'est sur quand même un grand bâtiment avec ses spécificités, où on combine tout un tas de choses, de la reconstruction des données 3D laser, de données thermiques, j'en ai pas parlé, mais on a fait tout un tas de relevés thermiques, de données de type capteur, des algorithmes de type IA, de la modélisation.
À mon sens, ce type de méthodologie pourra tout à fait être appliqué dans le domaine de l'agriculture avec ses spécificités. Notre partenaire, par exemple, Synapse Concept, travaille aussi beaucoup sur la problématique de thermique dans des environnements contrôlés, avec des besoins importants dans ce domaine. Et donc je pense que ce couplage données-modèle est un avenir important pour ce qu'on a à faire, et en particulier dans le domaine du bâtiment. Je vous remercie. Merci donc pour cette présentation. Si on revient un petit peu sur ce qu'on vient de voir, Véronique, est-ce que pour vous c'est un même champ d'application que vous dupliquez de façon assez rapide à différents univers, ou est-ce que vous avez des spécificités dans les modèles que vous préparez? Vous allez vous intéresser à une problématique, comme on a vu tout à l'heure, très particulière sur de l'analyse photo dans ce qui concerne l'apiculture, ou justement une agrégation de données très hétérogènes qu'on a sur un bâtiment. L'application sur l'apiculture, elle est très spécifique en fait, hein, mais en termes de méthodes mathématiques, on va déployer finalement les mêmes méthodes qui vont s'appliquer sur différents domaines. Alors après, c'est ce qu'on a vu aussi un peu dans la présentation de l'INRIA tout à l'heure. Il y a toujours une partie vraiment de l'expertise métier qui va rentrer aussi dans le modèle, qui fait qu'on va adapter le modèle. Mais c'est vrai que les outils mathématiques, d'une certaine façon, c'est la force des mathématiques, hein, vont pouvoir s'appliquer à des domaines très très différents. Toujours en gardant en tête le fait qu'il va falloir bien tenir compte des différentes spécificités. Avec l'importance de la connaissance, ce qu'on évoquait à l'instant et que Hervé a souligné tout à l'heure. Un mot là-dessus sur les aspects d'adaptation. Évidemment, il y a adapté aux données, la nature des données, leur régularité, mais il y a aussi éventuellement le passage il y a le passage à l'échelle. Et donc là, il y a clairement des aspects aussi spécifiques. Tous les algorithmes vont pas forcément s'accommoder des architectures, du passage à l'échelle en fonction des données qui sont à traiter. Et ça, évidemment, de travailler avec des personnes qui sont experts dans le domaine, c'est important pour garantir. Bien sûr, la preuve de concept marche sur un petit territoire. Après, si je le duplique à 1000 exploitations, ça sera certainement différent. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a évoqué, aussi bien sur la présentation là, des apicultures? Oui. Merci, Véronique Bellon-Morel, donc Digitag et IRSTEA. Alors j'ai une première question par rapport à la ruche connectée où tout à l'heure vous avez dit en fait la photo elle peut pas être prise de manière automatique. Et pourquoi? En fait ce serait trop coûteux d'installer des capteurs sur chaque ruche et elle pourrait être volée, donc on préfère fournir une application mobile pour que les apiculteurs prennent dans des conditions à peu près définies les photos du linge. Ouais, après il y a un défi technique quoi. En fait, pour pouvoir prendre, c'est une idée qu'on s'était posée même, mais il faudrait mettre un linge qui soit transparent et prendre une photo par en dessous quoi. Par exemple, ce serait ça l'idée. Et en fait, parce que les appareils photo ça coûte plus rien. Enfin, les puces ça coûte 1 euro quoi. Pourtant avec des millions de pixels. Alors quelle est votre question très pragmatique? Sur une ruche qui est déjà connectée, sur une ruche qui est déjà connectée, ça peut peut-être valoir le coup. Je pense que il faudra y réfléchir. Il faudra voir si on peut avoir des financements pour. Bah oui. Encore. Mais il y a pas mal de défis techniques, mais évidemment, ce serait que la prise d'image soit automatisée, c'est vraiment. Ouais. Ça paraît une bonne idée. Après, il y a très peu de réseaux dans les sites où il y a les ruchers, donc il faudrait faire le traitement sur place, à mon avis. Ce qu'on évoquait tout à l'heure, ce que vous connaissez bien, le coup de tiens, j'accapare la donnée, je la stocke et après je l'envoie, je la relève. Sur la prise d'image, je pense que ce serait effectivement possible, mais après il y a le problème du nettoyage. Voilà.
Ouais, faut réfléchir. Voilà, faut le tester. Vous l'avez testé ou pas encore? Non, vous avez préféré la solution manuelle pour non, l'instant. ouais, non, la prise d'image automatisée, non, pas encore. Deuxième étape, deuxième step. Ouais. Une autre question sur. Oui, monsieur. Alors là. Maurice Gagnère, Télécom ParisTech. C'est pas vraiment une question, c'est une remarque, parce que Oui. par rapport à la dernière intervention de monsieur à gauche, là, qui m'a permis de faire une connexion avec un sujet sur lequel je m'intéresse et qui m'amène à dire que la problématique que vous avez évoquée, je vais décrire dans un instant, c'est pas grave, Oui. est un peu récursive. Je m'intéresse au problème de l'allocation de ressources dans les data centers. Il y avait une photo de data center. Et aujourd'hui, la manière dont sont allouées les machines virtuelles sur les machines physiques est essentiellement basée sur des algorithmes indépendants des problèmes thermiques, c'est-à-dire basés sur des techniques qu'on appelle de bin packing, de mise en boîte, enfin peu importe. Mais il s'avère, dans la réalité, les gestionnaires de data centers le savent, que à des heures chargées, s'il y a le moins de problèmes au niveau de la climatisation du data center, qui dégage énormément de chaleur quand il est très actif, le système peut s'écrouler, et ça s'est produit, comme un château de cartes en 10 minutes. La dernière fois que ça s'est produit, il y a 2 ans, mais ça ne se dit pas dans la presse, en 2 heures, un data center de OVH, qui est l'un des notre grand data cloud provider français, à Lille, est tombé en rade en 10 minutes. Donc je vous dis pas la perte. Et donc quand j'ai vu votre analyse, je me dis bon sang, il y a vraiment un lien entre ce que vous regardez, qui est de l'analyse prédictive liée à notamment à la diffusion thermique dans le bâtiment, donc ça doit s'appliquer à un data center. Et donc je me dis, parce que l'idéal, en fait, dans la pratique, pour allouer je terminerai là-dessus, et puis après, il faut élaborer de votre côté. En fait, en toute rigueur, dans la politique d'allocation des machines virtuelles sur la machine physique, il faudrait y introduire le pondéré, justement, par la cartographie à l'instant T de la dissipation thermique à l'intérieur des baies de calcul. Donc, c'est plus une remarque qu'une question, mais ça m'a vraiment fait tilt quand je vous ai entendu tout à l'heure. Merci. Je peux répondre rapidement. En fait, cette idée, on l'a proposé à un financement interreg. Malheureusement, ce sont des financements qui sont extrêmement compétitifs et on n'a pas été financé, mais on a d'autres projets de ce type. Donc effectivement, et c'est très bien que vous fassiez la remarque parce que il y a tout un tas de domaines où effectivement il faut être énergie efficient. Et d'avoir ces informations à la fois de capteurs, de simulation, pour aller ensuite informer le système qui va, dans le cas des data centers, déployer les calculs. En tout cas, c'est tout à fait pertinent. Et il y a tout un tas d'autres domaines où on pourra appliquer. J'en suis absolument convaincu. Ça a été évoqué au tout début comme un des challenges. Voilà, c'est très clair. À des gens comme OVH, je pense qu'elle intéresserait de très près. Parce que derrière, il y a des gros enjeux économiques. Remarque de Pierre. Petite remarque, mais c'est vrai, c'est pour rester en sujet, c'est un sujet qui est très important. C'est vrai que tout ce dont on parle, c'est aussi de la thermique derrière. C'est-à-dire que on a de plus en plus de mal à mettre sur un même processeur tout ce qu'on voudrait y mettre. La loi de Moore, elle atteint ses limites. Donc la question de la gestion de la thermique, c'est un problème conséquent et on voit que toutes les applications que l'on veut faire nécessitent des grosses masses de données, on l'a déjà dit, donc des gros espaces de stockage et des transferts d'informations entre ces espaces de stockage et l'endroit où les données sont produites. Donc tout ça, c'est vraiment en chaîne. C'est pour ramener la question au point des infrastructures. On a vraiment besoin d'infrastructures. Tout semble très léger. On a des applications qui se transfèrent sur des téléphones, mais à un moment ou à un autre, bon, on peut faire une partie des calculs sur le téléphone, on peut faire une partie des calculs dans la ruche, mais il y a un endroit où on va faire d'autres masses de calcul très importantes. Et c'est vrai que cette question d'optimiser le volume de ces espaces de stockage et la façon dont on gère à la fois l'électricité et puis la propagation énergétique, c'est des points qui sont essentiels. Voilà. Donc c'est simplement pour dire ça. Si on peut passer à la suite. Oui, on va passer à la suite tout de suite. Juste une petite... C'était pour faire le lien entre bâtiments connectés et agriculture. En fait, il y a deux applications vraiment importantes.
Donc quelques chiffres, et ça recoupe aussi ce que vous dites aujourd'hui, le froid, en France, produire du froid, c'est 15% de la consommation électrique, hein, pas énergétique. 15% de la production, de la consommation électrique. Et alors c'est le froid, ça va du congélateur jusqu'à la climatisation. Et en agriculture, alors à IRSTEA, on a des équipes qui travaillent là-dessus. Ça serait vraiment intéressant. J'ai envoyé déjà des messages leur disant de se mettre en contact avec vous sur le froid, d'une part. Donc ça va aller. Et puis sur les bâtiments d'élevage, enfin on a des équipes sur l'aérolique dans les bâtiments. Voilà. Alors les silos, oui, il y a aussi d'autres questions liées à l'atmosphère des silos. Bien. Effectivement, il y a une chose que j'ai pas mentionnée, mais une métrique qui est extrêmement importante pour le bâtiment, mais aussi pour tout un tas de domaines, c'est la qualité de l'air. Alors qualité de l'air, il faut comprendre ce que ça veut dire pour un thermicien du bâtiment, c'est le temps qui est pris pour renouveler l'air dans une pièce. Et ça joue un rôle extrêmement important dans la thermique du bâtiment. Et donc dans le bâtiment ici, c'est pas seulement le bâtiment qui est là, c'est dans tout un tas de domaines, y compris dans l'agriculture. Donc cette notion est évidemment affinée et à spécifier à chaque domaine d'application, mais c'est extrêmement important. Bien, alors sans transition, nous allons passer des silos, des ruches et des bâtiments à la gestion satellitaire. Merci à tous les 5 pour votre présentation. Et je vais demander à Anthony Clénet et Corentin Leroux de nous rejoindre. Ils arrivent, bienvenue. Alors, nous avons ici, voilà. On reste debout, comme on avait dit. Hop, je vous donne un micro à tous les deux. On peut s'appuyer. Voilà pour vous. Alors, tiens, je vous redonnerai aussi ça. Faudra pas oublier l'ange pour la... Hop. Alors. Bonjour à tous. Donc, en effet, sans transition, 2 sujets complètement différents, mais on va voir qu'il y a du capteur, il y a de la traitement de la data, et etc. autour de l'agriculture. Donc je vous présente Anthony Clénet, je suis le directeur marketing produit et innovation de SMAG, également un des cofondateurs de cette entreprise qui a 20 ans bientôt. Et bonjour à tous, moi je m'appelle Corentin Leroux, je suis ingénieur agronome de formation et j'ai fait ma thèse au sein de SMAG et j'ai fini l'année dernière. Donc on va parler d'agriculture précision, je reviendrai plutôt moi sur quelques bases mises en contexte, etc. avant que Corentin rentre, comme on l'a vu ce matin aux interventions, les choses extrêmement pointues. C'est une testif donc qui a été financée par l'ANRT et qui est labellisée Digitag. Donc on est tout à fait dans l'écosystème d'aujourd'hui. Alors, pour revenir un petit peu dans le contexte, sur la parcelle agricole, aujourd'hui on se pose la question, est-ce que c'est une unité homogène ? Alors là vous avez des parcelles qui sont carrées, qui paraissent extrêmement homogènes. On sait depuis longtemps, l'agriculteur le sait, que ces parcelles c'est tout sauf une unité de traitement qui peut se considérer comme un tout. Et par contre il a eu pendant longtemps cette difficulté à dire mais comment je peux prendre en compte cette information que je vois même à l'œil nu quand je suis proche de la parcelle et qui est encore plus criante quand on va regarder d'un peu plus haut ces éléments-là. Alors c'est la définition précise de l'agriculture de précision, cette notion de comment on qualifie l'hétérogénéité, c'est les grands mots, intra-parcellaire. On a vraiment cette notion-là que les zones de la parcelle, pour des raisons, on va dire, historiques, structurelles, ou pour des raisons plus conjoncturelles, vont décrire un certain nombre de contextes de la parcelle qui sont extrêmement hétérogènes. Alors ça peut être évidemment le sol, le sous-sol, sur la durée, ça peut être le remembrement qui est source d'informations qu'on va avoir, ça peut être simplement le développement de maladies ou d'autres éléments sur la parcelle, le fait qu'on ait une parcelle avec un bout à l'ombre, avec une haie sur le bord, etc., qui va engager tous ces éléments d'hétérogénéité. Alors l'agriculture de précision, maintenant, ça a pris une dimension en termes de définition beaucoup plus large. Tout ce qu'on a vu ce matin pourrait rentrer, parfois certains le qualifient d'agriculture de précision, à partir du moment où on va instrumentaliser, mesurer, mettre des outils de la décision extrêmement précis, finalement on entre dans cette ère-là. Alors nous on va rester dans la présentation sur la définition de départ qui est vraiment axée sur l'hétérogénéité intraparcellaire.
Alors, pour pouvoir tenir compte de cette hétérogénéité, il faut d'abord la qualifier, la détecter. Alors un exemple, c'est ce qu'on appelle la télédétection par satellite ou par drone. Il y a plein d'autres méthodes pour mesurer l'hétérogénéité des parcelles. On peut s'amuser à faire de l'échantillonnage au niveau du sol, mettre des capteurs dans la parcelle. On a vu tout à l'heure sur des tracteurs, sur des capteurs mobiles, l'humain peut qualifier l'hétérogénéité en allant observer le terrain. Donc on a tout un tas d'outils qui vont permettre de qualifier cette hétérogénéité et puis de la finalement de la décrire, de la formaliser pour effectuer ce qu'on appelle aujourd'hui la modulation. La modulation, c'est quoi? C'est apporter la bonne dose au bon endroit et puis au bon moment. Donc là, on va pas jouer sur le moment, mais l'agriculture de précision, avec un certain nombre d'outils, peut permettre aussi de choisir le bon moment de traitement. On a vu quelques exemples ce matin. Alors ça paraît facile, mais quand on fait une cartographie de la parcelle à partir du satellite et qu'on veut la transformer en petites zones homogènes sur lesquelles on va définir une consigne de traitement, on va voir qu'en fait il y a tout un tas d'intelligences, de traitements à apporter qui sont relativement complexes, qui dépendent de la thématique qu'on veut vouloir traiter. Aujourd'hui, sur certaines cultures, comme le blé ou le colza, sur la thématique de la fertilisation azotée, on sait très bien transformer automatiquement ce que voit le satellite ou le drone dans un contexte de conseil automatisé pour définir une dose précise d'azote qu'on va vouloir apporter dans tel endroit de la parcelle. Mais quand on va commencer à parler d'autres thématiques, sur du SMI de précision, sur de la modulation des produits phytosanitaires, ça a été dit ce matin, selon les maladies, selon les cultures, on a énormément encore de recherches à faire et de traitements à trouver, peut-être avec l'intelligence artificielle ou d'autres méthodes, pour pouvoir passer du constat de l'hétérogénéité à son traitement effectif sur la parcelle. Alors, effectuer la modulation, une fois qu'on a eu la carte, ça nécessite d'autres capteurs et d'autres savoir-faire. Ça a été un petit peu abordé aussi. Des tracteurs qui sont et des outils associés aux tracteurs qui sont opérés, qui vont être du coup en temps réel ou non pilotés par la machine et du coup pouvoir réellement amener la bonne dose au bon endroit. Quand vous avez une rampe de traitement ou un pulvérisateur, aujourd'hui on sait moduler, avoir des sections sur cette rampe, on sait jouer sur chacune des buses de la rampe pour pouvoir allumer, éteindre ou mettre plus ou moins de débit dans cette buse, et c'est ça qui va permettre du coup de passer de ce qu'on a constaté, du diagnostic qu'on a apporté, de sa transformation en dose et du fait d'être opéré dans la parcelle de manière mécanique et automatique. On sait même maintenant, certains pulvérisateurs emmener plusieurs produits différents pour pouvoir, si on parle par exemple de désherbage et d'adventice sur la parcelle, amener des produits différents en fonction du lieu. Donc on a une très haute technicité, automatisation de la parcelle, mais je crois que depuis ce matin, pour ceux qui connaissent moins le secteur agricole, on a vu que le niveau de technologie dans l'agriculture pouvait être extrêmement élevé. Le dernier point, on est toujours dans l'agriculture de précision, c'est que quand on a constaté une hétérogénéité, qu'on a essayé de la traiter quelque part pour la corriger, on est encore capable, à travers d'autres capteurs, de mesurer finalement le résultat effectif et de suivre ce résultat sur la parcelle. Et finalement, la carte de rendement, c'est-à-dire mesurer en tout point de la parcelle quelle est la production de la parcelle, et non plus sur un rendement homogène à nouveau sur la totalité de la parcelle, mais sur chaque point de la parcelle, est un élément intéressant parce que c'est un indicateur synthétique. Finalement, il va résumer tout ce qui se passe sur la parcelle. Alors, on ne sait pas toujours très bien expliquer tous les résultats, mais en tout cas, c'est effectivement le résultat de toute l'hétérogénéité, de toutes les pratiques, de tous les éléments de contexte pédo, climatique, etc., qui se sont passés sur la parcelle. Et avec ces techniques d'agriculture de précision, on peut très bien, sur une séquence temporelle de plusieurs années, avec culture identique évidemment, puisque vous savez qu'on a des assolements qui font que chaque année on cultive pas toujours la même espèce, et on peut voir, avec des techniques d'agriculture de précision, le rendement s'homogénéiser, pas forcément augmenter au total sur un point objectif, mais par contre s'homogénéiser, et puis du coup avoir des gains substantiels là-dessus. On reviendra un petit peu sur les effets pour l'agriculteur. Voilà un petit peu ces éléments-là. J'introduis ces notions de carte de rendement puisque ça va être le cas précis de Corentin tout à l'heure. Alors,
Qu'est-ce que ça amène pour l'agriculteur? Puisque par rapport au sujet, du coup, c'est l'agriculture de précision pour accompagner l'agriculteur et produire mieux. D'abord, on a une meilleure compréhension, si je me place d'un point de vue agronomique, du fonctionnement de la parcelle, et ça nous permet derrière d'avoir un ajustement possible des pratiques. On a des effets sur l'environnement, on apporte la bonne dose, au bon endroit, au bon moment. Ni trop peu. C'est important d'avoir cet ajustement et puis de pouvoir le piloter. Ça peut être significatif d'un point de vue économique de gain d'intrants. C'est pas toujours le cas. L'agriculture de précision n'est pas systématiquement synonyme de moins d'intrants. En tout cas, au total sur la parcelle. Par contre, on va répartir correctement une dose globale sur des zones qui en ont plus besoin et des zones qui en ont moins besoin. Ça permet d'optimiser le rendement, on l'a vu tout à l'heure, avec une meilleure homogénéité. On a des zones qui ont des potentiels forts, des zones qui ont des potentiels faibles. On va pouvoir jouer là-dessus pour obtenir des éléments. Et puis, ça permet aussi d'avoir une meilleure efficacité des interventions qu'on va réaliser sur la parcelle. Je l'ai pas cité ici, mais autour de l'agriculture de précision, des technologies qui sont déployées, on a aussi des effets sur, quelque part, le confort de l'agriculteur. C'est un travail qui est relativement pénible, ça a été cité un petit peu. Pour rebondir sur ce qui a été dit aussi tout à l'heure sur les tracteurs autonomes, moi je crois au contraire qu'on est dans un domaine où finalement l'agriculture est loin d'être en retard par rapport à d'autres domaines. Il y a des tracteurs qui conduisent tout seuls dans les parcelles, qui grâce aux satellites, à l'agriculture de précision, etc., sont capables d'amener la dose au bon endroit tout seul, et l'agriculteur est dans la cabine, surveille, pilote, enregistre éventuellement des informations complémentaires de traçabilité ou de contexte, et pendant ce temps-là, du coup, le travail se fait tout seul. Donc c'est pas négligeable cette notion d'amélioration du confort aussi. Alors, j'ai trouvé intéressant, on n'a pas pu le faire venir, mais de pouvoir vous mettre un témoignage d'agriculteur sur ces sujets d'agriculture de précision. On a des déploiements qui se font et puis un retour sur l'intérêt, la méthode qui est déployée. Donc ça vous permettra de mieux comprendre le contexte. Ah, on n'a plus le son, tout à l'heure on l'avait. Alors, le son, Patrick, est-ce que... Autorisé. Oui, on va y aller. Ça n'a rien à voir. Est-ce que tu l'as sur le... Yeah. C'est dommage, on a vérifié, on a répété, mais... Ça marchait tout à l'heure, c'est juste une question de câblage probablement. On est bon ici, on est bon là. Notre sauveur. Pas sûr. Tac. Lui, il est bon. Lui, il est bon. Est-ce que lui, non? Tant pis, alors on fera ça, parce que c'est pas très intéressant sans le commentaire de l'agriculteur. Ouais. Les images sont jolies, ouais. Mais... Est-ce qu'on a le son ici aussi sur YouTube? Oui. Bon, illustrer très bien du coup le retour sur investissement et son intérêt pour lui de mettre en place ces technologies d'agriculture de précision. Bon, tant pis, c'est pas grave, on va pas perdre de temps. Je crois que le timing était déjà très serré, donc. Donc là, ils sont tous activés. Bon, c'est pas grave. On peut passer, si jamais on trouve la solution entre-temps, on présentera la vidéo après l'intervention de Corentin, c'est pas grave. D'accord, on enchaîne peut-être alors avec la présentation de Corentin. Il doit me rester une diapo essai. et puis je passe la main à Corentin. On regarde juste si Patrick trouve une solution en régie. Aujourd'hui, je module bon, c'est bon, alors allez-y, réessayez. La potasse, le CaO, donc le pH, et la magnésie. Après, je module aussi l'azote un peu avec du Farmstar. La modulation, elle est faite au départ par une analyse tous les 80 heures. Donc on a le résultat. Donc avant de faire ces analyses, je m'appelle Stéphane Prévost, donc je suis exploitant à Ferrières-au-Clocher dans le département de l'Eure. Donc une zone qui se situe sur le plateau du Neubourg, limite Pays d'Ouche. Et donc j'exploite essentiellement des céréales, donc blé, du lin textile, des pois protéagineux et du colza. L'exploitation est essentiellement terre limoneuse, avec une partie un petit peu sur un autre îlot qui est un peu argileuse. Après, j'ai une forte hétérogénéité de parcelles, hein, donc avec du limon profond, limon moyen, limon caillouteux, silex.
Et donc cette partie-là m'a poussé à aller dans l'agriculture de précision pour, explorer déjà les sols et puis donner le meilleur du potentiel de la terre. Parce que, évidemment, dans les mêmes parcelles, on va du simple au double en rendement. Aujourd'hui, on le voit bien avec la cartographie. Aujourd'hui, je module le phosphore, la potasse, le CaO, donc le pH, et la magnésie. Après, je module aussi l'azote un peu avec du Farmstar. La modulation, elle est faite au départ par une analyse tous les 80 heures. On a le résultat. Donc, avant de faire ces analyses, on est consulté avec, on met en relation tous les remembrements qu'on a pu avoir sur l'exploitation. Donc, nous, on est parti de 1947 avec des cartes en 1966, après 78 et puis jusqu'à aujourd'hui. Donc, on voit l'évolution du parcellaire et en fonction de ça, on se dit tiens, c'est marrant parce que là, cette zone-là, on retrouve parce que c'était pas une parcelle qu'on avait avant. La conduite culturelle n'était pas la même de l'autre exploitation, et on retrouve les points qui vont mal. Et donc c'est nous qui plaçons les points sur les parcelles. Donc on dit tiens, là on voudrait carotter là parce qu'on pense que là au moins on va voir quelque chose. Et en fonction de ça, on se retrouve avec une cartographie de l'exploitation, de la parcelle. Et c'est là qu'on a le résultat et c'est là qu'on voit qu'on module plus qu'on met plus dans une partie de la parcelle et moins dans l'autre. Les ingénieurs nous font les cartes de préconisation, nous envoient ça par internet sous forme d'un fichier. On rentre ça dans le terminal du semoir et après on met en marche et c'est parti. Donc on voit le semoir s'ouvrir, se fermer, s'ouvrir encore plus grand suivant les zones. Donc on voit les zones sur le terminal et on entend bien le semoir qui s'ouvre ou qui se ferme. Donc c'est quand même assez génial au départ, c'est impressionnant. Donc, je suis parti dans l'agriculture de précision depuis, ça va faire la 5e campagne. Dès la première année, il y a eu un gain. L'agriculture de précision elle m'a apporté une chose qui est très importante pour moi, c'est le regard du monde externe parce que aujourd'hui, quand on a un voisin qu'on ne connaît pas qui s'arrête, on discute un peu, il regarde l'équipement dans le tracteur et il n'en revient pas parce que je pense que personne n'est au courant de ça, ça commence à se dire, mais que l'on travaille avec autant de précision. Et donc aujourd'hui, le mot d'ordre aussi, c'est de dire, c'est la bonne dose au bon endroit, au bon moment, pour être le plus efficace possible et être aussi, environnementalement parlant, être le meilleur possible aussi, parce que la terre elle nous appartient, mais on la transmet à nos enfants et on espère bien qu'elle sera autant productive. On n'est pas là pour détruire tout. Bien, un beau témoignage. Peut-être qu'on va appuyer avec l'intervention de Corentin sur une dernière information. Et puis, je pense que c'était important d'avoir jusqu'à la fin de la vidéo cette notion de regard extérieur qui est valable sur la société du quotidien aujourd'hui, de savoir que l'agriculteur, il a ses outils à disposition et ça lui permet d'améliorer son efficacité au travail pour des thématiques notamment environnementales. Et je crois que c'est attendu par tous, y compris par le consommateur final. Après 2 années d'expérimentation menées sur 4 parcelles, la CAC passe au niveau supérieur en accompagnant 5 agriculteurs sur une surface totale avoisinante. C'est YouTube, il enchaîne. Il enchaîne. Et ce qu'on a vu là, c'est que c'est vraiment de la haute technologie. Ce que vous soulignez tout à l'heure, c'est que on est vraiment sur des équipements aujourd'hui qui sont extrêmement pointus. Donc moi mon objectif c'était de vous représenter quelques éléments de mes travaux de thèse pour apporter quelques éléments un peu plus concrets à la présentation. Donc moi j'ai fini ma thèse l'année dernière, donc ça fait maintenant 7-8 mois que je suis parti de SMAG. Donc moi j'ai travaillé sur de l'analyse de données spatialisées, donc l'analyse de données localisées dans l'espace. Et donc j'ai travaillé dans le domaine de l'agriculture de précision et pas sur n'importe quelle donnée, sur les données de rendement intraparcellaire que vous a présenté un petit peu Anthony et sur lesquelles je vais revenir. Alors juste sur le contexte de ma thèse, donc j'ai travaillé avec SMAG, donc j'avais en termes de partenaires publics, il y avait Montpellier Supagro et IRSTEA donc qui m'ont accompagné. Et donc un nom que vous avez vu pendant la vidéo, BIAPI, qui est une structure qui est experte en agriculture de précision. Donc juste pour information, il y a SMAG et BIAPI qui font toutes les deux parties d'InVivo. Donc ma thèse a été labellisée aussi par l'Institut de Convergence Digitale que Véronique présentera en fin de journée.
Alors sur le contexte de ma thèse, au départ l'idée c'était de dire qu'il y avait des solutions numériques qui étaient toujours de plus en plus présentes. On a beaucoup d'entreprises qui proposent des services numériques en agriculture, on a beaucoup d'outils, de capteurs pour collecter, pour générer de la donnée. On a beaucoup d'entreprises qui commencent à avoir des plateformes, à mettre des données sur le cloud. Et donc moi en travaillant sur de l'analyse de données, l'idée c'était de dire que avec tout ce flux d'informations croissant en agriculture, il y a un certain nombre de contraintes, de considérations qu'il faut prendre en compte. Donc j'en ai listé certaines ici, donc notamment des contraintes d'automatisation. Donc moi, quand je veux développer des méthodes pour faire de l'analyse de données, il faut avoir des méthodes qui soient relativement automatisées pour traiter ce flux croissant de données. Il faut des méthodes qui soient aussi assez robustes, générales, parce qu'on va avoir des données qui sont acquises dans des conditions d'acquisition différentes, différentes cultures, différents capteurs. Et on veut aussi des méthodes qui soient assez orientées données pour être capable, à partir des données elles-mêmes, d'extraire le maximum d'informations qui est possible. Donc moi j'ai pas travaillé sur n'importe quelle donnée en agriculture de précision, j'ai travaillé sur une des données qui est un peu symbolique, un peu pionnière de l'agriculture de précision, c'est les données de rendement. Donc là vous avez une belle carte de rendement qui est présentée ici. Donc c'est des données qui sont collectées par des capteurs embarqués sur des moissonneuses batteuses. Donc en fait au fur et à mesure de la récolte, les capteurs vont collecter en temps réel la quantité de grains qui passe dans la moissonneuse. Et en fait à partir de ça, on va avoir une information spatiale à très haute résolution pour savoir exactement ce qui s'est passé en termes de production dans la parcelle. Donc ça permet vraiment ce capteur de mesurer, de décrire la variabilité, toute l'hétérogénéité qu'on peut avoir dans la production au sein d'une parcelle. Donc ce qui est assez surprenant en fait avec ces données-là, c'est que on en parle depuis très longtemps. Les capteurs de rendement, ça fait une trentaine d'années que ça existe, et pourtant, même encore maintenant avec ma thèse, on voit que le problème est pas complètement résolu. L'idée, c'est de dire qu'il y a les données de rendement, elles sont encore beaucoup sous-exploitées, alors pour un certain nombre de raisons. Donc encore, j'en ai listé quelques-unes ici. Donc on a vu qu'il y avait de la variabilité spatiale, c'est-à-dire qu'on a une hétérogénéité, une variabilité dans l'espace de la donnée, et on a aussi une variabilité temporelle. C'est-à-dire que d'une année à l'autre, on va avoir une information de rendement qui va varier plus ou moins fortement. Donc quand on travaille avec des données qui sont à la fois très variables dans l'espace et dans le temps, c'est pas toujours évident de savoir quoi en faire. La zone d'une parcelle à fort rendement une année peut être la zone à faible rendement l'année suivante si on parle d'une année sèche ou d'une année humide. Et encore, je caricature, c'est extrêmement simple. Et en fait, on n'a pas cette stabilité dans le temps, ce qui simplifierait énormément, évidemment, l'analyse. Voilà, pour compléter aussi, donc le rendement, c'est aussi une résultante de plusieurs facteurs. C'est vraiment tout ce qui s'est passé pendant l'année. Donc ça va être les conditions climatiques, les conditions de sol, la topographie, les interventions culturelles de l'agriculteur, etc. Et l'interaction entre tous ces facteurs. Donc c'est pas toujours évident quand on voit des variations de rendement de comprendre leur origine. Il y a aussi un manque de service qui est basé sur la donnée de rendement en tant que telle, c'est-à-dire que quand on collecte cette donnée, on ne sait pas toujours quoi en faire. Et enfin, c'est une donnée qui est disponible à la fin de la saison, puisqu'il faut attendre d'avoir récolté la parcelle pour avoir cette information-là. Donc ici, au départ, l'objectif de SMAG, c'était de développer un service web opérationnel pour traiter ces données de rendement. Donc avec deux activités principales. Une première à gauche ici, qui était vraiment avec un focus sur le rendement, c'est-à-dire qu'on récupère les données brutes de rendement et on essaye de les rendre un peu plus informatives. Il y avait une deuxième partie qui était de dire on acquiert des données à très haute résolution, donc ces données de rendement, et est-ce que ces données-là, elles peuvent nous être utiles pour un cas opérationnel. Donc là, c'était l'idée d'utiliser ces cartes de rendement pour affiner des cartes de prescription en phosphore et potassium. Donc il y avait des modèles, donc par exemple le modèle Epicless ici qui était disponible pour créer ces cartes de préconisation, et l'idée c'était de dire comment affiner ces cartes-là avec de l'information à très haute résolution. Donc je vais pas rentrer trop dans le détail, donc je vais surtout vous décrire rapidement donc la chaîne de traitement de l'information qu'on a mis en place sur les données de rendement, donc la partie gauche que je vous ai présentée juste avant. Donc on part des données brutes ici qui sont à gauche, et l'idée en fait c'est de dire que cette donnée brute on peut pas l'utiliser directement, parce qu'en fait on récupère une donnée à partir d'un capteur embarqué sur une moissonneuse, et le passage de la moissonneuse dans la parcelle, l'acquisition de la donnée génère du bruit, génère de l'erreur de mesure qu'il faut prendre en compte avant de vraiment pouvoir travailler avec cette donnée-là. Donc ça c'est la partie pré-traitement.
Une fois qu'on a une donnée traitée, l'idée c'est de dire on a envie de rendre cette donnée un petit peu plus informative, de faciliter son utilisation. Donc là on a travaillé sur des méthodes de spatialisation où l'idée c'était de dire on va essayer de découper une parcelle de la façon la plus automatisée possible en sous-unités homogènes pour derrière pouvoir réaliser une application particulière. Et donc une fois qu'on a cette couche d'information là, ce qui peut être intéressant, c'est d'essayer aussi de continuer à la valoriser, donc à l'aide de métriques, d'indicateurs, pour essayer de quantifier, caractériser l'hétérogénéité intraparcellaire qu'on peut observer. Donc je ne vais pas détailler toutes les méthodes, je vous montre juste quelques exemples ici. Donc là c'est donc un exemple de carte de rendement, donc avec des rangées des rangs de points. Donc vous avez une donnée ici à très haute résolution avec en rouge ici les rendements faibles et en vert les rendements forts. L'idée c'était de vous montrer qu'il y avait un certain nombre de phénomènes que je vous ai présentés ici qui sont des bruits de mesure qui sont pas représentatifs de l'itinéraire culturel de l'année, mais qui sont dus au fait qu'on ait une moissonneuse qui a passé dans la parcelle et qui a acquis les données. Donc par exemple en haut à gauche, ce que vous voyez donc en entrée et en sortie de rang, des phénomènes de montée et descente en charge. Ça c'est le fait que quand la moissonneuse rentre et sort des parcelles, le flux de grains dans la moissonneuse n'est pas un régime permanent. Et donc on a des phénomènes de sous-estimation de rendement. Donc vous avez des problèmes aussi par exemple de barres de coupe partielles. Quand vous passez à côté de rangs qui sont déjà récoltés, en fait la barre de coupe elle n'est pas utilisée entièrement. Donc quand vous calculez un rendement à partir de cette barre de coupe là, vous sous-estimez encore un niveau de rendement. Donc l'idée c'était de ce qu'on a fait avec SMAG et avec Montpellier Supagro, c'était de développer des méthodes qui soient robustes, automatisées, le plus général possible pour être capable de traiter toute cette information-là et de la rendre plus fiable. Là, juste ici, un petit point pour vous parler de validation. L'idée, quand on essaie de valider une méthode de filtrage, par exemple, c'est de dire j'ai mes données brutes en entrée, j'applique une méthode et ensuite j'essaye de regarder si ma méthode elle a bien marché ou pas. Pour faire ça, ça suppose que je sais où sont les biais de mesure et où ce qui se trouve dans ma parcelle. Donc vous avez vu que ce que je vous ai montré avant, c'est qu'on a des données à très très haute résolution, donc on a beaucoup de points. Donc déjà ça demande une expertise pour savoir à l'œil où sont les biais de mesure, et ça demanderait aussi énormément de temps pour labelliser chacun des points et être capable de dire ça c'est un biais, ça c'est pas un biais. Donc il y a une expertise que j'ai commencé à développer. On travaille aussi un peu avec BIAPI, donc pour justement avoir des cartographies un petit peu labellisées et travailler avec ça. Mais si on veut aller un petit peu plus loin, ce qu'on a essayé de faire, c'est aussi de faire de la simulation de données. Donc là, c'est un exemple de carte simulée que je vous donne. Donc là, on a simulé une parcelle avec une variabilité particulière sur laquelle on a modélisé des bruits de mesure. Donc par exemple, on a modélisé des phénomènes de montée et descente en charge, de barres de coupe partielle, de perte de signal GPS, des choses comme ça. Et donc grâce à cette modélisation-là, en fait, on sait exactement où sont les valeurs vraies, où sont les biais, et en fait, on peut essayer de retravailler un petit peu les méthodes de filtrage qu'on propose. Donc sur la partie spatialisation, donc l'idée c'est vraiment une fois qu'on a traité les données, de transformer cette donnée traitée en couche d'information, donc en données un peu plus informatives. Et donc là, l'idée, c'était de développer des méthodes de zonage pour être capable d'à partir d'une carte de rendement, de découper des sous-unités homogènes pour faciliter la prise de décision derrière et les applications qui vont être réalisées. Donc ce qu'on cherche à faire, c'est découper des unités qui soient relativement différentes les unes des autres, relativement larges, compactes aussi, pour que derrière, on puisse avoir une application opérationnelle qui soit réalisée. Donc ça, ce sont donc 3 cartes de rendement différentes, mais on peut imaginer aussi travailler avec des données multitemporelles, parce que on peut avoir un ensemble d'historiques de données de rendement dans le temps. Donc là, par exemple, ici, vous avez la même parcelle sur 4 années différentes, donc avec une culture de blé. L'idée, c'est de dire que quand on regarde toutes ces données, on peut aussi avoir une information intéressante dans le temps. Donc là, par exemple, vous avez 4 patrons de rendement qui sont relativement cohérents les uns avec les autres. Vous voyez qu'en 2012, ce qui est intéressant, c'est que le patron est complètement inversé par rapport aux autres années. Et en fait, ça c'est dû à une année qui était très très humide et on a eu des phénomènes de saturation d'eau des sols qui ont fait que les patrons sont inversés. Donc retravailler des méthodes de simplification, de zonage comme ça sur des données multitemporelles, ça apporte aussi de l'information. Donc juste pour terminer sur cette chaîne de traitement, donc là c'est
c'est peut-être une slide qui est pas très informative. L'idée, c'était juste de dire qu'on a travaillé sur des métriques pour décrire l'hétérogénéité, être capable de la quantifier. C'est intéressant aussi parce qu'on peut imaginer prioriser des parcelles avec une hétérogénéité plus ou moins grande pour pouvoir prioriser certains engagements en agriculture de précision, par exemple. Donc là, l'idée, c'était de dire que il y a plein d'indicateurs qui existent pour travailler, quantifier cette hétérogénéité, mais en fonction du type de données qu'on a, en fonction du cas d'étude auquel on va arriver, il faut pas toujours utiliser les mêmes indicateurs, sinon derrière, si on veut partager de la connaissance, si on veut échanger, comparer des parcelles, c'est pas non plus évident, quoi. Donc voilà, ça c'est là. À la fin de ma thèse, on a commencé à implémenter certaines des approches qu'on avait mis en place. Donc dans les interfaces de SMAC directement. Donc l'idée c'était de dire, on a un adhérent qui nous envoie des données de rendement, et à partir de là, on est capable de mettre en place les algorithmes de filtrage, de zonage qu'on a développés pour que les cartes soient directement traitées dans les interfaces. Et juste un dernier exemple ici, donc en plus de ce travail sur les interfaces, on a développé un petit prototype en interne où l'idée c'était de dire, pareil, je charge mes données, je suis capable de paramétrer, de tester un peu les algorithmes, et l'idée c'est soit en interne, soit en externe, ce petit prototype soit utilisé pour derrière avoir du feedback et être capable d'avoir une amélioration continue des méthodes qui ont été développées. C'est bon? Bien. Bien, bravo. Merci, très clair. Question sur ces deux interventions, à la fois les données satellites et la carte, le mapping. Ou alors vous avez très très faim. Ou alors vous avez faim et vous voulez qu'on en discute devant le buffet, c'est à voir.